Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Madame Christine Ockrent, journaliste, parce qu'elle sort un livre qui s'appelle L'Empereur et les milliardaires rouges. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par un mot d'introduction sur pourquoi ce livre aujourd'hui ? Pourquoi ce livre aujourd'hui ? Parce que je crois qu'il est essentiel que l'on comprenne comment fonctionne le système chinois. Le système politique, c'est-à-dire le Parti communiste chinois incarné et personnalisé à l'extrême par Xi Jinping, et aussi le milieu des entreprises. Ces deux générations d'entrepreneurs qui ont réussi à sortir la Chine d'une misère sans nom, jusqu'à construire des géants, en particulier dans la technologie, qui pèsent autant, sinon plus, que la Silicon Valley. Et donc, les rapports, si vous voulez, entre le régime communiste et le business, c'est, je crois, une manière pertinente et intéressante de comprendre comment ça marche. Et comment parfois ça grince. Tout à fait. On va venir sur les moments qui grincent et l'influence de Xi Jinping sur ces milliardaires, mais on va commencer peut-être à la genèse. Dans votre livre, vous en parlez de Deng Xiaoping, qui est aussi une figure d'inspiration pour Jack Ma, dont vous parlez aussi, qui est très connu dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est bien ça ? C'est Deng Xiaoping qui était à l'origine de ce communisme capitaliste. Donc Deng Xiaoping qui était au pouvoir dans les années 80. Deng Xiaoping qui est donc de fait le numéro 1, mais qui est trop habile pour s'afficher ainsi et qui est le personnage omniprésent du régime chinois dans les années 80, comprend que le pays est en train de crever après les années maoïstes. La grande famine et une misère sans nom. Et donc, il voit Hong Kong, qui est à l'époque encore colonie britannique, s'épanouir, donner lieu à une effervescence financière, entrepreneuriale, etc. Et donc, il décide, à la fin des années 80, d'ouvrir des zones libérées, des zones d'autonomie entrepreneuriale en Chine même. Ouais. Et là, les gens, avec le génie chinois, mercantile depuis la nuit des temps, ébahis, ils n'ont jamais connu ça. Et ils voient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on voit maintenant, le capitalisme de marché, comme on en parle souvent, aussi bien en négatif qu'en positif. Est-ce que à la chinoise. Le communisme de marché, pardon. À la chinoise, c'est-à-dire que le parti reste... D'abord, le parti veut sa part, donc ça donnera lieu à une corruption absolument effrénée pendant des dizaines d'années, en gros jusqu'à... Différentes localités, comme vous l'écrivez. Jusqu'à ce que Xi Jinping lui-même décide que c'était trop. Et puis, surtout, cela permet à deux générations d'entrepreneurs de donner libre cours à leur inventivité, avec beaucoup de gens qui vont se former aux États-Unis et qui reviennent, beaucoup de gens qui copient aussi avec plus ou moins de scrupules ce qui se passe dans les entreprises occidentales. Et puis, toute l'ingéniosité du régime qui comprend que la Chine a tout intérêt à devenir l'usine du monde, ce qui nous permet à nous, et en particulier en Europe, beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne l'admet, d'avoir toutes sortes de biens de consommation courante à meilleur marché que ce ne serait le cas si c'était produit chez nous. Donc une dépendance qui se fait dans les deux sens. Mais est-ce que justement la logique de Xi Jinping, et on va prendre l'exemple de Jack Ma que vous citez, où il a construit, il est devenu un géant et avec Alibaba et Ant, est-ce que Xi Jinping a toujours cette volonté de laisser croître les entreprises chinoises, quitte à faire de l'ombre au gouvernement, et enfin à l'État en tout cas, ou au Parti communiste? Comment vous voyez cette évolution de rapport entre Xi Jinping et les milliardaires et les entrepreneurs de manière globale par rapport à ses prédécesseurs? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, parce que Xi Jinping est au pouvoir maintenant depuis plus de 10 ans. Et il s'est organisé, il a fait modifier la Constitution, il peut y rester autant que sa santé le lui permet. Et puis on ne voit pas la fin. On ne verra pas la fin. Mais on voit au cours de ces 10 ans qu'il a toujours tenu à laisse extrêmement courte la caste des gens du business. D'abord parce qu'il y avait une corruption générale, il trouvait que c'était trop. Ensuite, il y avait un étalage de richesse qu'il estimait dangereux pour la paix sociale. Et surtout, ces gens-là, à commencer par Jack Ma, qui a eu l'impertinence de critiquer devant toute l'élite financière chinoise la manière dont ce système fonctionne, pour Xi Jinping, c'était intolérable. Et pourtant, comme vous l'écrivez, c'était des critiques quand même relativement lissées. Ah, pour nous.
nous. Mais pas, En tout cas, pas pas très pour frontal, Pékin et pas sauf pour Xi le Covid, Jinping. comme vous le dites aussi, où il a peut-être critiqué la gestion par les localités et l'État chinois, mais il était quand même pas non plus le punk qu'on connaît, Jack Ma, vis-à-vis de l'État chinois, non? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il faut bien voir que pour Xi Jinping, les seuls rivaux, les seuls capitaines d'industrie qui pourraient lui faire de l'ombre, et faire de l'ombre au Parti communiste, même s'ils en sont membres, pour la plupart, ce sont ces gens très riches et qui contrôlent eux-mêmes les datas, c'est-à-dire les données, d'autant que ces grandes entreprises chinoises, jusqu'à une époque récente, parce que maintenant le Parti communiste les y contraint, avaient chacun, Tencent, Alibaba, Meituan, enfin Baidu, leur propre système d'algorithmes. Et donc, Xi Jinping a parfaitement compris que les algorithmes, désormais, c'est le pouvoir. Et la Chine, c'est une dictature communiste basée sur les algorithmes. C'est-à-dire que dans les grandes villes chinoises, comme vous savez, si vous ne traversez pas dans les clous, votre capital social, vous ne pouvez plus prendre un billet de train, etc. Et qu'est-ce que vous pensez, pardon, je vous coupe dans la réflexion, mais qu'est-ce que vous pensez justement du rapport à Huawei, dans ce cas-là, qui est beaucoup décrié dans les médias occidentaux et qui est un lobbying américain anti-Huawei très fort, parce que Huawei, c'est un géant des télécoms, donc, qui récupère beaucoup de données, comme tous les géants des télécoms dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que c'est un risque pour les pays occidentaux? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement un risque, d'ailleurs, beaucoup de pays occidentaux ont interdit à Huawei de les équiper en 5G. Et on a vu, d'ailleurs, les chiffres sont tombés la semaine dernière, Huawei, sous l'effet des sanctions américaines et occidentales en général, a subi quelques 49% de pertes. Et donc, c'est un géant qui est d'autant plus crucial dans le système chinois qu'il est particulièrement proche de l'armée. Des enjeux de défense. Et il faut bien se rendre compte que contrairement à ce qui se passe jusqu'à un certain point aux États-Unis, où ce sont des mastodontes privés, où l'État américain a très peu de choses à dire et à voir, mais dans le système chinois, ces mastodontes sont de plus en plus sous le contrôle du parti. Et surtout, depuis le mois de mars dernier, on voit où Xi Jinping a encore resserré la vis. Le contrôle. Par contre, pour faire l'avocat du diable, il va dire qu'on ne fait pas le même procès pour les Google et autres GAFAM, ou même des sociétés israéliennes qui se sont déjà fait prendre la main dans le sac pour espionnage. Et comme ils ne sont pas chinois, ils n'ont pas les mêmes répercussions. Alors certes, on peut se poser des questions sur le côté proche de Huawei de l'État chinois, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un deux poids deux mesures dans ces discours-là, ou vous pensez vraiment La proximité entre Huawei, l'armée de libération populaire de la Chine, comme on dit, et le régime de Pékin, elle est évidente. Et c'est d'ailleurs ce que je décris. Le patron fondateur de Huawei, qui est un ancien militaire, qui emploie une espèce de logorrhée guerrière à n'en plus finir pour exalter ses troupes, c'est très singulier, Huawei. Même s'ils font des procès de façon très régulière, et surtout dans nos pays, chaque fois qu'on laisse entendre que cette proximité serait plus grande qu'avec d'autres sociétés. Mais c'est toute la différence entre un pays qui est régi par le Parti communiste et puis des pays démocratiques. Et donc après, on peut, il y a de quoi se poser toutes sortes de questions sur la manière dont fonctionnent en particulier les géants de la Silicon Valley ou les géants de la tech israélienne, mais c'est un autre sujet. D'accord, un autre sujet dans ce cas-là. On vous reçoit aussi parce que donc, vous êtes journaliste belge, mais vous avez pratiqué quasiment, toute votre carrière en France. Non, aux États-Unis d'abord. Aux États-Unis d'abord, mais voilà, une grosse partie de votre carrière en France. Vous avez connu des personnalités politiques de premier rang, et je pense à Jean-Pierre Raffarin, qui est un peu l'image du protecteur, enfin en tout cas du défenseur des entreprises chinoises. Maintenant, de plus en plus, il pratique beaucoup de conférences et autres là-bas. Je ne sais pas, vous avez un commentaire à faire par rapport à cet homme politique ou pas, qui défend les entreprises chinoises, le régime. Est-ce que ça vous... Enfin, je crois que Jean-Pierre Raffarin est un ancien Premier ministre qui défend, c'est vrai, cette espèce d'harmonie grâce aux échanges. Vous pensez que c'est un enjeu pour l'Europe de rester quand même dans cette sorte
de séduction parfois dangereuse avec la Chine ou pas justement parce que l'Europe est interdépendante et la Chine sont interdépendantes. Je crois que c'est pas du tout en ces termes-là que le problème se pose. L'enjeu pour la Chine, c'est de relancer son économie. Et nous autres Européens, nous représentons le plus vaste marché du monde, 500 millions de consommateurs. Mais pour la Chine, l'Union européenne en tant que telle n'existe pas. Ils font comme si elle n'existait pas. Et donc leur jeu, c'est de diviser les Européens entre eux. Ils flattent l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'économie allemande est de loin non seulement la plus puissante, mais la plus dépendante du marché chinois. En Chine, oui. Et Volkswagen, 60% de Volkswagen, 60% de ses profits se font en Chine. Et donc oui, il y a un enjeu évident pour nous autres Européens de mettre au point, et ce n'est pas simple, une attitude coordonnée et commune, d'autant que la confrontation entre la Chine et les États-Unis se durcit, une confrontation dont l'enjeu central est la technologie, l'intelligence artificielle. Et là, hélas, pour nous autres Européens, nous n'avons pas de géants dans ce combat-là, même si les Néerlandais en particulier, mais aussi les Italiens, ont des entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs. Les Néerlandais, d'ailleurs, viennent de s'aligner sur les États-Unis en interdisant à cette société en particulier d'exporter ces semi-conducteurs en Chine. Donc, nous autres Européens, nous n'échapperons pas à ce durcissement de la confrontation américano-chinoise, mais nous avons nos propres intérêts. Et vous pensez que le commissaire européen Thierry Breton est assez convaincant justement dans cette question, puisque c'est quand même un combat qui mène de premier plan maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce que c'est... Écoutez, en tout cas, Thierry Breton a l'immense mérite, justement, encore et encore, de souligner à quel point ce sont des enjeux importants. Ça fait partie de ses attributions au sein de la Commission, et je trouve que c'est un énorme atout que d'avoir Thierry Breton, justement, en charge de ces dossiers-là. Je vais faire une petite parenthèse internationale géopolitique et je vais revenir sur le livre. Les élections à Taïwan auront lieu en 2024, début 2024. On voit qu'il y a des exercices de la part de la République populaire de Chine, donc la Chine, auprès de Taïwan en ce moment même. Est-ce que vous pensez que cette tension est exagérée, dramatisée, comme certains l'entendent, ou pas du tout, et que c'est vraiment un gros problème, cette relation Chine-Taïwan, avec les enjeux, je parle de ça à cause des semi-conducteurs, mais aussi d'autres. Comment vous voyez ces enjeux en mer de Chine, où on voit que les dépenses militaires augmentent de manière globale depuis ces dernières années, mais comment vous le voyez, vous ? La dernière démonstration musclée de Pékin, c'était pour protester contre la rencontre en Californie entre la présidente de Taïwan, démocratiquement élue, et le président de la Chambre des représentants, McCarthy, du Congrès américain. Donc chaque fois qu'il y a une rencontre de haut niveau entre un responsable taïwanais et un responsable américain, la Chine déclenche des grandes manœuvres. Les manœuvres de ces derniers jours étant moins importantes, même si elles étaient très impressionnantes, que celles qu'ils avaient déclenchées lors de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Donc ça fait partie de la gesticulation chinoise. C'est aussi une manière pour le régime de maintenir la flamme du nationalisme chinois, qui est un enjeu très important pour souder cette immense société, cet immense nationalisme chinois qui est extrêmement présent, en particulier chez les jeunes. Il y a les élections à Taïwan auxquelles vous avez fait allusion au début de l'année prochaine. C'est aussi une manière de peser. Et le danger, c'est d'être à la merci, évidemment, d'un incident, puisque les États-Unis, de leur côté, renforcent leur présence militaire aéronavale et navale dans l'Indo-Pacifique. Et d'ailleurs, les États-Unis ont envoyé un navire dans le détroit. Donc là, c'est dangereux. Parce que personne, ni Pékin, ni Washington, et encore moins les Européens, qui sont plus loin, mais néanmoins directement concernés, n'ont le moindre intérêt à ce que tout cela s'enflamme. Tout à fait. Mais c'est pour ça que cet enjeu géopolitique est intéressant, parce qu'on voit aussi tous les enjeux donc, technologiques, économiques, et toute cette interdépendance aussi. Pour revenir sur votre livre et sur les milliardaires, je vais reprendre l'exemple de Jack Ma, et aussi vous poser une question. Comment vous avez eu autant d'informations ? Vous en parlez à la fin, mais comment vous avez eu autant d'informations ? Parfois on n'en trouve pas aussi, mais c'est difficile de gratter au-delà de ce qu'on sait,
puisque il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait de ce qui se sont passés. Bon, là, on voit que Jack Ma serait à Tokyo, mais comment vous avez eu ces informations? En travaillant, mon cher, vous savez, il n'y a pas de mystère. Bien. Mais voilà. Et cette passion, cette passion pour la Chine, ça vous date de quand? Mais je me suis dit, moi, j'avais beaucoup travaillé sur les oligarques russes. Il y a 8 ans, en pensant que c'était une manière, là aussi, d'essayer de comprendre le système Poutine. Et face à l'opacité du système chinois, je me suis dit qu'en fait, on avait, en Europe, assez peu travaillé sur cette caste d'entrepreneurs, en quelque sorte, et plus je me suis efforcée de trouver de l'info, ce qui n'était pas toujours facile, plus je me suis rendu compte qu'il fallait essayer de retracer cette espèce de dialectique entre le pouvoir communiste et les milieux du business, et comment est-ce que les uns s'accommodent des autres, et en fonction de quels facteurs, et voilà, ça m'a pris du temps, mais voilà. Vous pensez que Xi Jinping arrivera quand même parce que son objectif est d'être la première puissance économique d'ici 2049, est-ce qu'il arrivera à remanier, à mettre en accord ces milliardaires, et pas que milliardaires, ces entrepreneurs, ces gens qui veulent grandir, comme vous le dites, et au final aussi avec cette logique idéologique beaucoup plus forte que sous Hu Jintao? C'est tout le paradoxe, c'est qu'à force de les tenir sous couvercle et de les décourager. Je cite en particulier le cas de Zhang Yimin, qui est ByteDance, c'est-à-dire TikTok. Le garçon a 40 ans. Il a vu ce qui s'est passé avec Jack Ma et quelques autres, et il a déclaré, en fait, je suis un grand timide, et donc j'ai besoin de réfléchir, et il a laissé son numéro 2 prendre sa place. Et donc c'est toute la contradiction entre le rêve chinois de Xi Jinping, d'une Chine ambitieuse dominant le monde avec une économie florissante, et sa façon de couper les jarrets de ces entrepreneurs qui, du coup, emploient beaucoup moins de jeunes. Donc vous avez un chômage des jeunes diplômés d'université qui est maintenant aux alentours de 20%. C'est très mauvais pour le pacte entre le parti et cette espèce de classe moyenne émergente. C'est cette dialectique-là que je trouve fascinante. Comment est-ce que le pouvoir communiste, et jusqu'à quel point laisse-t-il ou non respirer la sphère capitaliste? Et à mon avis, c'est une manière d'essayer de comprendre la Chine qui est tout à fait nécessaire. Essentiel, oui. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce rapport avec les entreprises, l'entrée en bourse de Ant, qui devait avoir lieu, et même son rapport aux influenceurs. Il y a certains influenceurs qui ont dû arrêter de communiquer sur les réseaux sociaux quasiment du jour au lendemain quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Attendez, vous n'allez pas découvrir la nature d'un régime communiste. Bien sûr, je ne découvre pas. Mais c'est assez étonnant étonnant, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans une société qui développe des géants de la télécommunication, des géants de la communication, qui a laissé prendre son ampleur, son envol à l'international, et où les influenceurs ont eu une sorte de, pas de bol d'air, parce que c'est pas vraiment un bol d'air, mais où ils ont essayé d'avoir un peu de liberté, et on voit quand même que sous Xi Jinping, cette liberté est on arrive vite au plafond, quoi. Non, mais je crois que déjà le terme d'influenceur n'existe pas. Vous avez des stars. Oui, mais c'est des stars des réseaux en Chine. TikTok, c'est typiquement ça. Enfin, TikTok, d'abord en Chine, n'existe pas. En Chine, ça s'appelle Douyin, avec un contenu qui est complètement contrôlé par le Parti communiste. Et ce matin même a été annoncé par Pékin que l'équivalent chinois de ChatGPT qu'Alibaba vient de lancer, Baidu en avait lancé un dont ils ont été obligés de reconnaître que ça fonctionnait pas bien. Alibaba en a lancé un hier. Et ce matin, le régime a dit « Oh là là, tout cela doit faire l'objet d'un contrôle étroit ». Et donc, cela veut dire que, nouvel exemple, encore une fois, de la façon dont Xi Jinping, c'est-à-dire le Parti communiste, c'est-à-dire le système, veut contrôler toute espèce d'avancée technologique qui pourrait échapper à son contrôle. D'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre, je pense, cette phrase, je pense que c'était Jack Ma, mais je suis plus sûr, vous me corrigez, c'est que à chaque fois qu'il y a une mauvaise décision, c'est les politiciens, et à chaque fois qu'il y a une bonne décision, ce sont les entrepreneurs. Je ne sais plus lequel disait ça de vos milliardaires. Non, mais ça, on pourrait entendre ça dans nos pays aussi. Hein.
Oui, bien sûr, mais est-ce que c'était Jack Ma qui disait ça? Enfin, je sais plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est cette dualité chinoise qui est quand même assez étonnante, alors qu'elle prend une place quand même très importante sur la scène internationale. Je sais pas si vous voulez faire peut-être un commentaire de fin pour résumer votre livre Écoutez, merci beaucoup de vous y intéresser. Eh bien, merci à vous pour votre venue et je vous remercie pour l'interview. Et merci à tous d'avoir suivi l'émission et je vous souhaite une bonne journée.